Et si aujourd'hui, je vous faisais un tuto où je vous apprends à séduire à coup sûr en moins de 10 minutes? C'est pas crédible, hein? Non, bien sûr. Non, et si je vous parlais plutôt d'un véritable séducteur? Mais attention, séducteur et crapule de la pire espèce. Ouais, car l'homme d'aujourd'hui séduisait des femmes et les tuait afin de les dépouiller de leur argent. Alors vous reconnaîtrez que c'est pas très gentil. Et si je vous parlais du plus connu des tueurs en série français? Ça vous intéresse? Nous sommes à Gambais, dans les Yvelines en région parisienne, durant la Première Guerre mondiale. Et c'est durant cette époque troublée que le maire de Gambais reçoit d'étranges lettres. Des lettres venant de la part de familles inquiètes pour certaines de leurs proches. C'est tout d'abord une certaine Madame Colomb, qui est portée disparue, puis vient le tour d'une certaine Madame Buisson. Mais alors pourquoi spécialement s'adresser au maire de Gambais? D'autant plus que les deux femmes n'en sont pas du tout originaires. Tout simplement parce que chacune de ces dames fréquentait un certain monsieur Frémier, louant une propriété au sein du village. Cela intrigue le maire, car il n'y a aucun monsieur Frémier à Gambais. En revanche, la maison décrite comme étant celle de ce monsieur Frémier est une maison appartenant à un certain monsieur Tric, qui la loue à un monsieur Dupont, absent depuis un moment. Ah mais là faut suivre, hein. Prenez des notes. Les familles des disparus ainsi que le maire de Gambais alertent alors les autorités afin de démêler le casse-tête autour du mystérieux résident de la maison appelée l'Ermitage. Une enquête est ouverte et confiée au commissaire d'hôtel. Il entend alors les familles des disparus, et elles décrivent le même homme. Un homme d'une cinquantaine d'années, dégarni, pas très grand, avec une barbe en pointe. Un homme élégant et éloquent. Et il aurait promis le mariage à ses deux veuves en mal d'amour. La piste est assez sérieuse et un enquêteur est alors envoyé à Gambais, afin d'enquêter auprès des habitants. Les gens connaissent vaguement cet homme, sous le nom de Frémier, Dupont, mais également Natier ou Cruchet. Cet homme mystérieux ne vit pas toute l'année dans cette maison, mais seulement de temps en temps, où il est parfois aperçu avec des dames, toujours différentes. Et la plupart du temps, quand il s'en va, c'est seul. Et c'est pas pour ramener des croissants. Néanmoins, même lorsqu'elle était habitée, la maison avait toujours les volets fermés. Et de plus, il s'échappait de la cheminée une fumée noire qui dégageait une odeur nauséabonde. Et les soupçons sont de plus en plus grands sur le résident de l'Ermitage. Seulement, l'enquête n'avance pas beaucoup. Et cependant, c'est en avril 1919 que l'enquête va prendre une autre tournure. Le commissaire reçoit un appel. Et au bout du fil, une amie de Madame Buisson affirme qu'elle aurait aperçu le soi-disant Monsieur Dupont dans un magasin de porcelaine, en charmante compagnie près du Châtelet. La police se rend alors au magasin et consulte le registre du propriétaire, car celui-ci répertorie ses clients avec leurs coordonnées. Il se trouve que le fameux barbu s'est présenté comme étant Monsieur Guillet, et par chance celui-ci a laissé une adresse, pour se faire livrer un service à thé. Et bien entendu la police se rend sur place, frappe à la porte, et un homme ouvre. Un homme barbu. L'homme est arrêté et son identité est tout de suite révélée. Il s'agit de Henri Désiré Landru. Alors qui est Henri Désiré Landru? C'est la mer Noire. Non. Alors qui est Henri Désiré Landru? C'est la mer Noire. Oui, si tu veux. C'est la mer Noire. Oui. Celui-ci est né en 1869 à Paris. Il a eu une enfance très ordinaire. Il a fait des études d'architecte qui ne le passionnent pas vraiment. Puis il épouse sa cousine. Et je ne ferai pas de blague là-dessus. Non, je vous jure. Avec qui il aura 4 enfants. Et cette famille, il faut la nourrir. Et pour cela, il exerce plusieurs métiers. Brocanteur, cartographe, comptable, couvreur, plombier. Et j'en passe. Il aura exercé plus d'une trentaine de métiers différents. Pourtant, les problèmes financiers sont toujours présents. Et c'est là que commence alors sa carrière d'arnaqueur. Il fonde une soi-disant fabrique de vélos à moteur. Il finance même une campagne de pub. En passant commande, les clients doivent verser un tiers du prix. Et les commandes sont nombreuses. Mais celui-ci disparaît avec l'argent, sans jamais livrer une seule marchandise. Par la suite, sa vie oscille entre escroquerie et peine de prison. Il a entre autres acheté un garage, qu'il a revendu aussitôt, sans payer l'ancien propriétaire. Il a également séduit une femme par le biais d'une annonce matrimoniale. Et il lui a promis le mariage et lui a demandé de l'argent. Et il a disparu avec l'argent, sans laisser de traces.
Et cette dernière escroquerie est très intéressante pour lui, car à partir de maintenant, c'est de cette manière dont il va opérer, afin de remplir ses poches. Cependant, il y a un détail qui le dérange. Comment faire pour pas que toutes ces femmes arnaquées ne le dénoncent? Revenons en 1919. Landru, après son arrestation, est mené au commissariat et interrogé sur la disparition de mesdames Colomb et Buisson. Et une chose commence à frapper les enquêteurs. Landru a énormément de réparties et se joue des agents de police en leur répondant avec un ton moqueur. Quand la police a arrêté Landru, il avait sur lui un carnet, avec de nombreuses notes rédigées. Et sur une page, certaines notes semblent être une liste de noms, parmi lesquels on peut lire Buisson et Colomb. Interrogé sur ce fait, Landru nie, bien évidemment, et met au défi la police de trouver des corps. Il se trouve que non loin d'ici, Landru louait un garage. La police part alors le perquisitionner et retrouve des choses intéressantes, notamment des vêtements de femmes ou des perruques. Il y avait aussi des affaires ayant appartenu très certainement à ses victimes, affaires qu'il revendait lors de ses activités de brocanteur. Mais plus intéressant encore, la police retrouve des archives. Il se trouve que Landru était très méticuleux, et faisait des dossiers de victimes. Comme dit précédemment, Landru rencontrait des femmes par annonce matrimoniale, ou par des annonces dans les journaux. Celui-ci écrivait alors aux femmes, afin d'entrer en contact avec elles, et les plus riches et isolées de ces femmes étaient les favorites du criminel. Et tout était là. Les petites annonces découpées, et la correspondance épistolaire de Landru et de ses victimes. Les indices sont assez solides pour incarcérer Landru. Puis une autre perquisition est menée, cette fois-ci, à Gambais, dans la fameuse maison L'Ermitage. Et tout est fouillé de fond en comble. La maison, le jardin ou même le puits. Et à un moment, les enquêteurs tombent dans le jardin sur les corps de 3 chiens enterrés, et chacun avec une corde autour du cou. Ce à quoi Landru expliquera que c'est l'une de ses conquêtes qui lui a demandé de tuer ses propres chiens. La presse ne tarde pas à avoir vent de l'affaire, et le public va alors connaître le nom de Henri-Désiré Landru. Et cela a du bon, car des gens viennent se présenter au commissariat. Une femme se présente au commissariat, affirmant avoir reconnu la photo de Landru, et affirma également que c'était le compagnon de sa sœur, Madame Cuchet, portée disparue avec son fils depuis 4 ans. Et il se trouve que dans la fameuse liste figurait le nom de Cuchet, et le nom de son fils est évoqué. Peu à peu, les victimes de celui que l'on appelle désormais le Barbe Bleue de Gambais sont identifiées grâce à la diffusion de son portrait dans les journaux. Et c'est plus de 200 femmes avec qui Landru a correspondu. Mais ce sont les 10 femmes mentionnées dans le carnet, plus le fils de l'une d'elles, qui sont bel et bien portées disparues. Les preuves s'accumulent et les témoignages sont nombreux. Les noms dans le carnet, les affaires dans le garage, on constate même que Landru prenait pour aller à Gambais un billet aller-retour et un billet aller simple. Il n'y a pas de petites économies. Puis les fouilles continuent à Gambais, et des morceaux d'os sont retrouvés dans des tas de cendres dans le jardin. Alors vous avez participé aux fouilles, donc? Oui, j'ai participé au ramassage des os qui se trouvaient dans le bâtiment, au fond, là-bas, sous le hangar, en petit tas. Il y en avait peut-être une vingtaine. J'en ai ramassé quelques-uns à mes poches. C'est dans une boîte? Ah, dans une boîte d'époque. D'époque, bien entendu. Alors, pardon. D'après les experts, ce sont des ossements humains. D'après les analyses qui ont été faites à l'époque, ça a été certifié comme des ossements humains. Ouais. Et cela met la puce à l'oreille des enquêteurs. Ceci emmène alors la cuisinière, dans laquelle on a retrouvé des cendres et des morceaux d'os également, pour expertise dans un laboratoire. Et en effet, ce que l'on retrouva dans la cuisinière, ce sont des morceaux d'os et de dents humaines, d'au moins 4 individus différents. C'est donc comme cela que Landru faisait disparaître ses victimes. Il prenait contact avec des femmes aisées et socialement isolées, via des annonces matrimoniales, la plupart du temps des veuves de guerre. Rappelons que l'on était en pleine Première Guerre mondiale. Il les invitait dans sa maison isolée de Gambais, avec leurs biens. Il les tuait par une méthode que l'on ignore, étranglement ou empoisonnement, puis il les découpait et les faisait brûler dans sa cuisinière. C'est ce qui explique les fumées noires et nauséabondes qui s'échappaient de la cheminée. Cependant, dans la cheminée, on ne retrouva que des os de crâne, de mains ou de pieds. Le reste des corps est introuvable, et des recherches intenses sont menées. On fouille les forêts ou les étangs alentours, mais on ne trouve rien. Ah non, promis, cette fois c'est pas une histoire de cannibale. Je vous jure, hein. Le procès de Landru s'ouvre le 7 novembre 1921 devant la cour d'assises de Versailles. Et le procès fait grand bruit bien évidemment. La presse est là, ainsi qu'une foule bondée. On constate même la présence de personnalités connues de l'époque, telles que Colette, Mistinguett,
Maurice Chevalier et Vianney. Bon, c'est pas vrai pour Vianney, mais les autres ça parle à personne, donc... Il se trouve que le Barbe Bleue de Gambet était ravi de cet engouement médiatique. Lui qui de toute manière se savait condamné, a vu dans ce procès une occasion de se donner en spectacle. Celui-ci a déjà fait preuve pendant son interrogatoire d'un sens de la répartie extraordinaire, et le procès sera encore une fois une preuve de son éloquence. Malgré les horreurs racontées et les preuves irréfutables de sa cruauté, c'est-à-dire les objets à conviction saisis chez lui, tels que les scies ayant servi à découper ses victimes, ou même le fameux four qui a servi à les brûler, tout est bien là, au milieu de la salle, à la vue de chacun, et bien malgré tout cela, une certaine sympathie se dégage du terrible barbu, car celui-ci fait rire le public. Et voici donc un florilège de ses réparties. Quand le juge demande à Landru « Avez-vous des remords ?» Landru lui répond « Oui. Je pleure mes fautes. Je me repens. J'ai des remords. Je pleure parce que je pense qu'avec tout le scandale fait autour de mon nom, on a appris à ma pauvre femme que je l'avais trompée. » Il aurait dit aussi « Si les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à déposer plainte. » Ou à l'huissier chargé de lui remettre la liste des jurés, Landru aurait répondu « Il n'est pas vraiment utile de se déranger, surtout un dimanche, pour si peu de choses. » Toutes les punchlines de Landru faisaient rire le public, ce qui agaça fortement le juge, qui s'adressa à tout le monde, en leur disant « Si les rires continuent, je vais demander à chacun de rentrer chez soi. » Ce à quoi Landru aurait répondu « Pour ma part, monsieur le juge, ce serait pas de refus. » Malgré les accusations accablantes, Landru était défendu par un brillant avocat de l'époque, maître Moreau Jafferi, qui fit douter le jury à plusieurs reprises. Mais fort heureusement, cela n'a pas suffi. Et le Barbe Bleue de Gambet est condamné à mort. Le 25 février 1922, on vient chercher Landru dans sa cellule, afin de le mener à l'échafaud, et le curé lui demande « Croyez-vous en Dieu ?» Ce à quoi Landru aurait répondu « Monsieur le curé, je vais mourir et vous jouez aux devinettes. » Puis on lui propose le traditionnel verre de rhum et dernière cigarette, et il aurait dit « Non merci, c'est mauvais pour la santé. » Puis Landru est conduit à l'entrée de la prison de Versailles, et son avocat encore présent lui demande « Maintenant que votre sort est scellé, et que vous vous apprêtez à quitter cette terre, pourriez-vous me dire si, oui ou non, vous avez commis ces crimes ?» Ce à quoi Landru répondit, comme dernière phrase de son existence « Cela, maître, c'est mon petit bagage. » Et à 6h10, l'homme aux 800 demandes de mariage en prison, 792 scies utilisées pour découper, 280 femmes séduites, 90 identités différentes, à la trentaine de métiers exercés et aux 11 victimes exécutées, perdit sa seule et unique tête sous la guillotine. D'ailleurs, en ce qui concerne la fameuse tête de Landru, une rumeur dit qu'elle est présente au musée de la mort de Los Angeles. Je mettrai pas de photo, vous irez voir vous-même, c'est dégueulasse, mais rien ne prouve réellement qu'elle est authentique. La maison de Gambet, elle, a été rachetée et transformée en restaurant, puis une partie a été changée en musée, puis le tout a été fermé, et racheté par des particuliers. Puis en 2018, une étrange maison est à vendre sur des annonces immobilières. Il s'agit bien évidemment de la maison surnommée l'Ermitage, la Villa Trick, ou la maison de Barbe Bleue. La cuisinière, quant à elle, a été vendue aux enchères à un particulier, puis bien des décennies plus tard, elle a été remise en vente et rachetée par l'animateur Laurent Ruquier, qui aura par la même occasion écrit une pièce de théâtre sur Henri Désiré Landru, avec dans le rôle titre Régis Laspalès. Mais j'ai la chaudière chez moi, je vous jure, j'ai acheté la vraie chaudière de Landru, elle est chez moi à la campagne. Ah, c'est génial. En tout cas, voilà presque 100 ans que le Barbe Bleue de Gambet, connu comme le tueur en série français le plus connu, continue de nous fasciner et à faire parler de lui. Sur ce, j'ai un rendez-vous Tinder dans 10 minutes et j'ai pas envie de louper mon gratin dans le four. Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, Landru.